Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Voici les titres. Le président sud-africain Jacob Zuma s'est adressé à la nation ce lundi soir au cœur de son discours l'économie nationale qui a du mal à se relever des grèves dans le secteur minier. Nouvel attentat au Nigeria devant un centre de retransmission des matchs de la Coupe du Monde. La sélection nigériane et la FIFA se sont exprimés pour dénoncer les agissements des terroristes. 4 pays africains participent à la 14e Biennale d'architecture de Venise. Pour la toute première fois, il s'agit du Maroc, du Mozambique, de la Côte d'Ivoire et du Kenya. Alors que les grèves dans le secteur minier ont fortement impacté l'économie nationale, le président sud-africain Jacob Zuma s'est adressé à la nation ce lundi. Les réactions de la classe politique ne se sont pas fait attendre. Ses détracteurs dénoncent beaucoup de promesses et pas assez de solutions concrètes. Le point tout de suite avec Camille Thomas. Après 10 jours d'absence pour raison médicale, c'est un président sud-africain déterminé qui s'est adressé aux députés pour son discours à la nation. Résigné, Jacob Zuma a dû admettre la mauvaise situation économique de son pays. Si l'économie sud-africaine ne va pas très fort, c'est en partie pour des raisons mondiales, mais aussi pour des raisons internes. Grèves prolongées et parfois violentes, et aussi un approvisionnement en énergie insuffisant. Nous avons un objectif de croissance de 5% en 2019. Pour y parvenir, nous allons lancer différentes mesures et interventions pour faire décoller l'économie. Le chef de l'État a annoncé différentes mesures et interventions, sans en préciser les détails, mais les solutions proposées n'ont pas convaincu l'opposition. Les jeunes d'Afrique du Sud sont les plus touchés par le chômage, avec près de 4 jeunes sur 10 sans emploi. Et pourtant, vous en avez à peine parlé. Vous ne donnez aucun détail sur ces mesures radicales dont vous parlez. Ce ne sont que des promesses vides. Les critiques les plus virulentes sont venues du président des combattants pour la liberté, Julius Malema, qui représente aujourd'hui la seconde force d'opposition du Parlement. Monsieur le Président, vous ne représentez plus l'espoir pour une grande partie des pauvres de ce pays. Votre discours d'hier n'a porté aucune inspiration. Personne ne se rappellera de ce que vous avez dit et vos propos sur l'emploi sont aussi creux que la performance de votre parti ces 20 dernières années. La Banque centrale sud-africaine vient de réduire les perspectives de croissance du pays pour 2014. Cette dernière devrait atteindre les 2,1% seulement, alors que le taux de chômage dépasse désormais les 25%. L'élection présidentielle mauritanienne doit avoir lieu ce samedi et 5 candidats sont en lice, dont le président est grand favori de ce scrutin, Mohamed Ould Abdelaziz. La campagne électorale, quant à elle, prend fin ce jeudi soir. Dernière ligne droite donc pour les prétendants à la magistrature suprême. Écoutez à ce propos notre correspondant en Mauritanie, Franck Noudofina. Les différents candidats présents dans cette course à la présidentielle préparent pour ce soir leur dernier meeting. Et le parti au pouvoir, représenté par le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, donné favori de cette élection présidentielle, sera au stade olympique de Nouakchott ce soir pour une dernière rencontre avec ses militants. Au cours des 2 premières semaines de campagne, on a pu voir ça et là des rassemblements de soutien aux différents candidats. Mais il faut néanmoins reconnaître qu'il y a eu une prédominance du parti au pouvoir, aussi bien à Nouakchott que dans les autres localités à travers cette campagne électorale. Que l'opposition qui a boycotté le scrutin du 21 juin prochain n'est pas non plus restée les bras croisés au cours des 2 dernières semaines. Après la marche organisée le 4 juin dernier, les leaders de l'opposition comme Ahmed Ould Daddah, Khan Hamidou Baba, Messoud Ould Bouhey et encore bien d'autres étaient en contre-campagne électorale dans certaines localités du pays. À Nouakchott, la capitale politique, on pouvait par exemple voir ça et là des affiches avec la mention « Nous boycottons ». Mais il faut dire que seuls les résultats du scrutin du samedi 21 juin prochain pourront nous renseigner sur la portée exacte du boycott de l'opposition. Guinée-Bissau et Égypte, 2 pays qui viennent récemment d'en finir avec le régime de transition et qui viennent d'élire un nouveau président. S'ajoute à cela la formation d'un gouvernement, des éléments qui leur ont permis de réintégrer l'Union africaine. L'organisation les avait en effet suspendus. La Guinée-Bissau après le coup d'État militaire de mars 2012, l'Égypte après celui de juillet 2013. Karine Loubanzadio. C'est une nouvelle majeure attendue par ces 2 pays. L'Égypte et la Guinée-Bissau sont à nouveau admises au sein de l'Union africaine. Ce mercredi, l'organisation panafricaine a levé les suspensions de l'Égypte, écartées il y a près d'1 an après le renversement par l'armée du président Mohamed Morsi, et de la Guinée-Bissau, suspendue après le coup d'État militaire de 2012. La décision de l'Union africaine est une nouvelle salutaire, parce qu'elle permet de réintégrer 2 pays frères dans la communauté africaine. Et cette annonce vient
célébrer et encourager la démocratie dans le continent. Il ne faut pas oublier que le socle doctrinal de l'Union africaine repose essentiellement sur la paix et la démocratie. Donc cette décision permettra aux autorités des deux pays de retourner à l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel permettra à l'Égypte beaucoup plus précisément de mettre en place des instruments pour construire un État de droit, mais également renforcer la capacité de l'État, notamment sur les secteurs économiques. Ces différents éléments seront aussi applicables à la Guinée-Bissau, qui a besoin d'un retour à l'ordre constitutionnel, mais beaucoup plus au niveau du renforcement de l'État de droit. Selon les spécialistes, avec la réintégration de l'Égypte et de la Guinée-Bissau, l'Union africaine reste conforme à ses principes contenus dans l'article 3 de la Charte, à l'instar de l'égalité souveraine de tous les États membres ou de la condamnation sans réserve des activités subversives exercées dans les États. Aujourd'hui, seule la Centrafrique reste le pays africain suspendu par l'Union. Je pense tout simplement que l'Union africaine reste dans sa tradition, celle de célébrer et d'encourager la démocratie. Je pense que la Centrafrique n'a pas toujours eu à retrouver l'ordre constitutionnel au sein du pays. Et aujourd'hui, le pays traverse une crise humanitaire sans précédent. Dans le contexte de la mondialisation et du panafricanisme, racine de l'unité africaine, la réintégration de ces deux pays au sein de la communauté devrait renforcer la coopération continentale tant politique qu'économique. Une prime à la démocratie qui devrait contribuer à la promotion du développement de l'Afrique. Et la Coupe du Monde se poursuit avec ce jeudi dans le groupe C, la Côte d'Ivoire qui affronte la redoutable équipe de la Colombie. Une victoire des éléphants pourrait bien leur assurer une qualification 8e des finales. Autre match dans le groupe C, ce jour le Japon qui affronte la Grèce et dans le groupe D, un match et pas des moindres, l'Uruguay face à l'Angleterre. Et le milieu du football soutient les victimes de Boko Haram. Une nouvelle attaque au Nigeria près d'un centre de retransmission des matchs de la Coupe du Monde a tué plus de 20 personnes. La sélection nigériane qui doit disputer son deuxième match ce samedi dans le cadre du mondial s'est exprimée après l'attaque, tout comme la FIFA. Il condamne fermement ces actes de violence et regrette que le football, sport fédérateur, puisse être une excuse pour tuer des innocents. Camille Thomas. Au moins 21 personnes ont été tuées ce mardi au Nigeria. Une explosion s'est produite à proximité d'un centre qui visionnait des matchs de la Coupe du Monde à Damaturu, dans le nord du pays. Plusieurs centres de retransmission et stades de football ont récemment été attaqués au Nigeria. Des attentats attribués à Boko Haram qui ne cache pas son aversion pour le football, une perversion occidentale selon le groupe terroriste. La sélection nigériane, qui a fait match nul face à l'Iran pour son premier match, doit affronter la Bosnie ce samedi. Après l'attaque, elle est plus que déterminée à redonner espoir aux Nigérians en gagnant ce match. En fait, nous sommes motivés plus que jamais. La seule façon de consoler ces gens qui ont été blessés ou qui ont perdu des proches est d'aller de l'avant, de battre la Bosnie et de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du Monde. L'attaque de ce mardi a suscité beaucoup d'émotions de la part des professionnels du football. La FIFA s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet. Nos sincères condoléances aux familles des victimes et à leurs amis. La FIFA condamne définitivement toute forme de violence. Après les récentes attaques, certains États du Nigeria ont décidé de fermer leur centre de retransmission sur écran géant pour des raisons de sécurité. La 14e Biennale d'architecture de Venise s'est ouverte sur un thème particulier, l'évolution de la modernité. Il y a vu la participation de nouveaux pays. 4 sont issus du continent. Il s'agit du Maroc, du Mozambique, de la Côte d'Ivoire et du Kenya. À l'occasion pour ces pays de mettre en valeur l'architecture locale. Charles de Jouvenel. La 14e Biennale d'architecture de Venise s'est ouverte sur un thème portant sur l'absorption de la modernité 1914-2014. Son nom exact est Fundamentals. L'exposition, qui héberge cette année 65 pays, accueille 10 pays dont c'est la première participation. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Maroc ou le Mozambique. L'objectif de cette biennale est de montrer comment les cultures et les environnements politiques et sociaux ont accompagné l'évolution de la société vers la modernité. Fondamentalisme est un jeu de mots qui lie le thème général de la biennale Fundamentals avec le Maroc qui est un laboratoire d'architecture depuis toujours.
Et nous voulons montrer cette dimension de pays ouvert à la créativité mondiale et universelle. Et nous l'avons montré à travers des projets. Et nous cherchons aussi à montrer que cette créativité peut se conjuguer au futur avec aussi des partenaires d'autres mondes, d'autres cultures. L'exemple du Mozambique est frappant. Le pays, qui a connu près de 25 ans de guerre civile, a su préserver un héritage historique important. Le pays a ainsi exposé des illustrations simples, contrastant souvent avec les maquettes ultramodernes de certains pavillons. L'exposition à la Biennale représente une incroyable opportunité pour les pays africains et le Mozambique en particulier de montrer que nous sommes ouverts au reste du monde et qu'au Mozambique nous sommes en lien avec l'architecture du monde entier. L'exposition comprend également des rencontres et des séminaires autour de l'architecture, de la danse, du théâtre ou du cinéma notamment. Ouverte au public pour une durée de 6 mois, la 14e Biennale de Venise fermera ses portes le 23 novembre. Et c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition du 12-15.